concevoir le fait qu'il peut y avoir des ruptures de distribution parce que notre système va s'effondrer, c'est pas vivre comme si le monde allait s'effondrer tout le temps. Moi, je compare souvent ça à une assurance incendie. Quand tu prends une assurance incendie pour ta maison, tu vis pas comme si ta maison brûlait. Tu vois, c'est pas tout à fait la même. C'est vachement important de différencier les deux. Par contre, tu as une assurance qui te permet de dire que si ta maison brûle, bah, tu pourras la reconstruire. On peut difficilement être heureux si on sait que notre avenir n'est pas assuré. Et aujourd'hui, notre avenir n'est pas assuré. Notre civilisation menace de s'effondrer et d'entraîner avec elle le reste du vivant. Quand on sait ce que l'avenir nous réserve, c'est facile de planifier sa vie. On sait qu'on fait un prêt pour acheter une maison, une voiture, on fait des études parce que dans 10 ans on aura un meilleur travail. Mais demain, ce monde dans lequel on a grandi, ce monde dans lequel nos parents et nos grands-parents ont vécu, eh bien il n'existera très certainement plus. Mais sortons quelques instants de cette vision anthropocentrée. Chaque jour, le système éradique 150 à 200 espèces animales et végétales. C'est une véritable guerre qui est menée contre la vie. Face à ce constat, une seule solution. Nous devons entrer en résistance et apprendre à déconstruire ce qui détruit la planète et en même temps à construire des alternatives qui nous rendront plus autonomes. Ça devient indispensable qu'on réapprenne à bâtir nos maisons, à produire notre énergie, à faire pousser notre alimentation et surtout à établir un véritable lien social et démocratique. C'est pour ça que la dynamique des éco-villages nous intéresse beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Demos Kratos. Dans ce documentaire, on va partir à la rencontre de 3 de ces éco-villages pour voir concrètement comment ils ont développé leur indépendance. Aujourd'hui, on part en quête d'autonomie. Salut Julien. Salut Johan. Bienvenue à Pourgues. Merci de nous accueillir. Avant de s'installer dans l'Ariège en 2017 et de cofonder l'éco-village de Pourgues, Johan et d'autres habitants du lieu vivaient à Paris, où ils ont travaillé à l'école Dynamique, une école démocratique qui permet aux enfants d'apprendre à devenir responsables collectivement et à développer leur autonomie. Pendant 2 ans qu'on a travaillé à l'école Dynamique, on offrait une liberté incroyable aux enfants et on voyait l'effet que ça faisait sur les enfants, cette espèce d'impact extrêmement positif sur leur développement, sur l'exploration de qui ils étaient, la façon dont ils arrivaient à prendre conscience, comment ils se considéraient face au regard des autres, etc. etc. Un développement social énorme. Et nous, en tant qu'adultes et créateurs d'école, on n'y avait pas accès à ça. Et c'était un petit peu le petit grelot qu'on a envie de suivre, mais qu'on n'atteint jamais. Et est née en fait l'idée de créer un éco-village et de se retrouver ensemble, explorer cette liberté entre adultes, enfants, entre différents âges, et 6 mois après, on était là. On n'est plus en compétition les uns avec les autres, mais on collabore et on se complète. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et dans la société actuelle, c'est pas une norme de venir se compléter les uns les autres dans nos compétences, dans nos savoir-faire et dans qui on est. Situé dans le Limousin, l'éco-hameau de Busset a vu le jour il y a environ 15 ans. Nicole fait partie des premières personnes à s'y être installée. Avant, j'étais en région parisienne et j'étais assistante sociale. Je suis restée un petit temps d'abord là-bas pour voir si ça allait marcher ici et ensuite je suis venue m'installer complètement en 2005. Donc il y avait une vieille ferme avec des bâtiments annexes. Et on a construit 4 maisons neuves, on peut encore en construire une. Et on a fait la maison en commune qui va donc nous servir de lieu de vie collective, puisque en fait on vit en semi-collectif. On a découvert des milieux très très différents. Déjà le milieu agricole qu'on ne connaissait absolument pas. Le milieu du bâtiment aussi, quand on a construit, c'est des découvertes très intéressantes. Donc l'effondrement, si tu veux, je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de gens avaient conscience avant, qui a pris de l'ampleur parce que maintenant il y a des choses qui sont visibles et du coup la société s'y intéresse et il est temps, il est grand temps. Maintenant qu'on n'est plus dans la ville, on se rend compte à quel point ça pouvait nous manquer, quoi. Je pense que les îlots de verdure, c'est vraiment indispensable.
Dans le Lot-et-Garonne, le projet de Terra a été initié en 2014. Thibault l'a rejoint il y a maintenant 1 an. Alors j'ai habité sur Bordeaux en fait, et sur la région bordelaise pendant environ 10 ans. J'ai mené un master en philosophie. Et donc c'est vrai qu'à la fin de mon mémoire, j'avais un tout autre regard sur la violence et sur les causes de cette violence. Ce qui m'a amené à chercher non plus à être en contre, mais à être en pour, à voir ce qui se faisait et ce que je pouvais apporter. Où mettre mon énergie, où mettre mes qualités au service d'un projet qui fasse sens pour moi. Il y a 2 ans, lorsque j'ai eu écho de Terra, c'est ce qui m'a saisi, c'est le fait de voir qu'à mes yeux, l'essentiel des points clés qu'implique cet effondrement était abordé et on s'y confrontait. Donc aussi bien les questions d'alimentation, que d'énergie, que d'eau, que de politique, mais au sens société, societas, vivre ensemble, étymologiquement. Les questions d'économie, qui souvent sont délaissées en fait. On est ce qu'on fait, en fait, et on n'est pas forcément ce qu'on pense. On peut penser à beaucoup de choses. Moi, quand j'étais à Paris, on parlait beaucoup aussi d'effondrement, de société qui va mal, etc. Et c'est un discours très négatif, en fait, qu'on perçoit. Et tant qu'on ne se met pas en action, en fait, tant qu'on ne va pas sur le terrain, tant qu'on ne se décide pas de changer de vie, qu'on ne décide pas de passer du point A au point B, on reste en fait coincé dans une espèce d'illusion de confort. Je ne dirais pas que l'objectif c'est de devenir autonome, mais l'objectif c'est de tendre vers l'autonomie. Pour moi, la question d'autonomie, ça m'évoque, mais alors là au sens étymologique, la notion d'anarchie, qui est souvent très mal comprise en fait, mais parce que en fait très mal transmise. C'est-à-dire que même quand on prend un dictionnaire, on voit que la définition est limitée. Anarchia, c'est d'accepter de ne pas être dans une logique d'appropriation d'un pouvoir dont on ferait usage sur l'autre, mais réellement d'un rapport de responsabilité de soi à soi, un rapport de conscience en fait. Avant, j'avais l'impression d'accumuler de la pression et de juste apprendre à la gérer, et d'apprendre à gérer de plus en plus parce qu'il y avait de plus en plus qui s'accumulait. Et là, c'est comme s'il y a eu un renversement de vapeur, quoi. À mesure de chaque jour, de chaque semaine, je me ressens, je me tranquillise, il y a des choses ou récentes ou plus anciennes dont j'arrive à me libérer. Donc ouais, ouais, beaucoup plus heureux, beaucoup mieux. Je peux le dire, on m'offre 1 million et on me dit tu quittes le projet, non, je m'en fous, désolé, ça ne m'intéresse pas. Ou alors on ferait 1 million pour le projet et puis rejoignez-nous. Mais voilà, non, ça ne m'intéresse pas de troquer en fait ce bien-être. J'ai construit ma maison et ça c'est incroyable de pouvoir suivre le processus de construction de ton environnement selon tes besoins et l'image que tu t'en fais. Tu finis par te construire un petit peu toi-même. À quelques mètres de la maison commune, Johan habite dans sa tiny house, une micro-maison où il pratique la simplicité volontaire. À l'origine, j'avais envie de vivre dans une maison de hobbit. C'était mon rêve de Parisien, de dire « Ah, je vais aller dans la nature, je vais construire un truc en terre et tout, super sain et tout. » Mais bon, la réalité m'a rattrapé. Je l'ai construite en 4 mois. Et en gros, ça m'est revenu à environ entre 10 000 et 12 000 euros, en comptant absolument tout. Avant de construire cette maison, cette tiny house, le truc que je construisais avant, c'était des étagères Ikea à Paris. Et je suis passé de l'étagère Ikea à ma maison. Donc pour te dire que c'est possible. Le gros point, c'est la perspirance de la maison. Le fait qu'elle respire, le fait qu'elle communique avec le monde extérieur, avec l'environnement extérieur. Moi ici, j'ai une isolation assez conséquente. J'ai 12 cm d'isolation en laine de bois. Donc il n'y a que des matériaux naturels là-dedans. J'ai pas voulu me retrouver dans ce qu'on j'appelle moi souvent des tupperwares, des maisons tupperwares. C'est des maisons tellement isolées qu'au final, en fait, tu es obligé de créer des aérations dans tous les sens, etc. Et au final, au niveau confort, t'as pas l'impression d'avoir perdu par rapport à là où tu habitais avant Non. Au-delà de ça, j'ai rien perdu du tout, je gagne tout. Regarde en face, regarde ce que j'ai en face tous les matins. La vue, effectivement, là, tu gagnes beaucoup.
existe plusieurs sortes d'habitats légers. Des tiny houses, mais aussi des roulottes ou encore des yourtes. Le minimalisme permet de concentrer tous ses besoins essentiels dans un espace restreint. Le coût de construction d'un habitat léger varie selon que les matériaux utilisés sont neufs ou de récupération, mais reste tout de même inférieur à celui d'une maison classique. Pour moins de 100 000 €, grâce à la combinaison terre, paille, bois, Charlotte a réussi à construire sa maison de 100 mètres carrés avec Christophe, son compagnon. Pendant plusieurs années, on a un peu promu des actions à faire, ce qu'il faudrait faire, vivre dans des logements plus économes en énergie, prôner la sobriété de vie tout simplement. Et au bout d'un moment, on s'était dit c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais ce serait pas mal de le faire nous-mêmes. Et donc, on s'est dit, voilà, allez, on le fait, quoi. Dans la structure, on a mis des montants qui maintiennent les bottes de paille entre elles, bien serrées entre elles. Donc, c'est comme un jeu de Lego, hein, tuc, 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 on monte les murs en paille. La paille, c'est un bon isolant, mais ça manque d'inertie. La terre, à l'intérieur d'une maison, ça va capter l'humidité quand il y en a trop et ça va la restituer quand il n'y en a pas assez. Donc ça donne un confort de vie qui est vraiment agréable. Et j'avoue que vivre dans autre chose qu'une maison en paille, maintenant, ce serait plus dur. Parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment bien. Le projet Terra, il est arrivé à Masquières en octobre 2015. Dans les premiers mois, on a habité sur place. Donc on était quelques-uns, il y a une maison commune à se partager le lieu. Beaucoup de personnes sont arrivées, se sont installées. Il y avait deux facteurs. D'une part, il n'y avait pas la place pour que tout le monde vive sur le lieu. Et surtout, progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on voulait. C'est-à-dire on ne cherchait pas une vie communautaire, mais on cherchait à construire plus un écosystème sur le territoire. Et alors en 2017, on a été contacté par le maire de Trentelle qui nous a proposé de faire quelque chose avec sa commune. Alors, le projet de Terra, disons que j'avais entendu parler de Terra. Je suis allé voir sur le site ce qu'il se proposait de faire. Et du coup, comme la commune a un terrain constructible sur l'Ustrac, dans un site particulièrement choisi, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai l'endroit idéal pour vous. Beaucoup de choses vont être mises en œuvre. Et à la fois des techniques culturelles, permaculture, à la fois de la formation autour de ce qui est énergie renouvelable, autour de la construction, matériaux, alors avec le moins d'énergie grise, et qui va être mesuré en termes d'économétrie, en termes de développement. Donc, moi, ça me séduit. Voilà. Ce quartier rural, il va avoir plusieurs composantes. D'une part, une zone d'habitation, un centre de formation à l'éco-construction. Et juste à côté de ce quartier-là, qui en fait partie, il y aura une maison de la transition qui là sera plus un lieu de démonstration où des personnes pourront venir visiter tout ce qui se fait de mieux en termes d'énergie renouvelable, d'éco-construction. On a besoin de construire le projet pas seulement en disant on va construire des maisons, mais comment ces maisons, elles vont s'ajuster les unes aux autres, qu'est-ce que ça va être l'urbanisme, qu'est-ce que ça va être le projet général du quartier, avec qui on va travailler, est-ce qu'on va offrir des services qui vont être utiles à la commune, comment ça va s'intégrer dans le paysage, comment la forme des bâtiments va s'intégrer dans la culture locale. C'est pour ça que maintenant on ne parle plus d'habitat, presque on parle d'habiter. On veut habiter quelque part et pour habiter, il faut plus que des maisons, il faut beaucoup d'autres choses, quoi. La question de l'autonomie de l'habitat amène également à repenser la manière dont on va consommer et donc produire notre énergie. Notre priorité ici, ça a été tout de suite de venir développer d'abord le lieu, le vivre ensemble. L'énergie, c'est arrivé plus tard, même par exemple changer de fournisseur d'électricité, c'est arrivé assez tardivement. On a mis du temps en fait, on avait des priorités autres. Et ici, on a beaucoup plus mis l'accent sur réduire notre consommation. On est plus dehors et ça reste assez secondaire pour l'instant. En plus, on communique beaucoup, on est quand même présent, je dirais, sur la toile, dans les réseaux sociaux, etc. On reste vraiment connecté au monde tel qu'il est encore organisé aujourd'hui.
Si on veut pouvoir produire notre propre électricité, il y a une partie qui sera du panneau photovoltaïque, et une autre partie, si on veut changer notre système de chauffage et avoir un système de chauffage central toujours avec de l'eau, mais qui soit chauffé non pas par du fioul, mais par le soleil, à ce moment-là, on mettrait des panneaux solaires à eau, thermiques, qui permettront donc de juste faire remplir des gros ballons d'eau chaude qui ensuite sont redistribués dans le bâtiment. Et il y a juste en fait des petits circulateurs qui font circuler l'eau, c'est quasiment plus que ça, c'est juste le soleil après qui chauffe. Mais bon, de toute façon, tout ce qui est consommation électrique, ça reste de la technologie assez complexe et qu'il faudra suivre et faire des investissements réguliers. Au niveau des low-tech et de nous séparer petit à petit de tout ce qui est énergivore, ordinateur, téléphone, congélateur, frigo, il y a des réflexions, mais là encore en termes de priorité pour l'instant, on se place pas de manière très proactive dessus. Pour l'instant, on est peut-être encore sur des projets de transition. Donc par exemple du photovoltaïque, on sait que peut-être passé 40 ans, on va commencer à avoir des baisses de rendement tellement importantes qu'il faudrait peut-être remplacer le parc et qu'on ne sait même pas les recycler. Donc forcément, quand on se pose ces questions-là, il y a plusieurs personnes qui amènent ce genre d'argument en disant est-ce que ça va vraiment être sensé sur le long terme? Et c'est sûr que ça ne l'est pas, donc avant tout, c'est diminuer nos consommations électriques. Ça, c'est le plus grand enjeu en fait. Parce que si on n'a plus besoin, on n'aura pas besoin d'avoir des trucs techniques qu'on ne saura pas forcément nous réparer. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que plutôt que produire de l'énergie, c'est déjà d'éviter d'en consommer. Hein. Donc en particulier dans les maisons, pour ce qui est donc la grosse dépense d'énergie qui est essentiellement le chauffage, l'isolation de la maison est évidemment le préalable, hein, une maison bien isolée pour éviter de consommer de l'énergie. Également utiliser donc, ce qu'on appelle le solaire passif, c'est-à-dire avoir des maisons orientées au sud, avec des vérandas qui permettent donc l'hiver l'entrée du soleil au maximum dans la maison pour chauffer un mur et profiter donc de cet apport d'énergie. Sur les 9 habitations hein, et la maison commune, on consomme environ donc 12 000 kWh, 12 000 kWh par an, et on en produit le tiers. On a prévu donc d'avoir donc des panneaux solaires photovoltaïques donc, qui nous produisent 4 kW crête. À l'époque, les panneaux photovoltaïques coûtaient beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et donc, dans un souci de récupérer quand même une partie de cet investissement, on a choisi de revendre l'électricité à EDF et de racheter l'électricité. Donc on revend actuellement, alors aujourd'hui, parce que les tarifs évoluent au fil des années, aujourd'hui donc on revend l'électricité 60 centimes le kilowattheure et on la rachète 11 centimes le kilowattheure. La notion d'autonomie comprise comme de l'autarcie, je ne la veux pas. Je pense que ce qui est important, c'est que si on produit de l'électricité, il y ait un réseau qui permette de la partager, parce qu'il y a des endroits où les gens ne pourront pas installer de panneaux photovoltaïques. Donc je pense que le réseau EDF est important parce ce qu'il représente de solidarité quand même, il ne faut pas l'oublier, quoi, hein. Je pense qu'au niveau de la solidarité et de la résilience du système social global, c'est plus important de fonctionner avec un système décentralisé, quoi. Le gros problème de l'énergie aujourd'hui, c'est qu'elle est conçue, comme la plupart des grands modèles industriels, sur le principe de la rareté des capitaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des technologies qui arrivent, y compris celles de l'énergie, sont des technologies qui cassent cette centralisation de la production et qui va plutôt la disséminer en local et finalement où chacun va pouvoir produire par lui-même ce dont il a besoin pour vivre. Il y a 3 ans, quand on est arrivé ici, on a organisé un chantier école avec un partenariat avec des professionnels de l'éco-construction, de l'énergie, de l'eau. Donc on a appris à construire des poêles bouilleurs, on a appris à construire des panneaux thermiques du début jusqu'à la fin, on a appris à installer et dimensionner des panneaux photovoltaïques. Et ça nous a permis d'avoir en tout cas une part de la compétence et de la connaissance qui nous permettra demain de pouvoir être de plus en plus autonome. Pour l'instant, le meilleur moyen pour stocker son énergie, ça reste aujourd'hui malheureusement les batteries. Et quand on est dans des zones comme ici un petit peu surélevées, on peut stocker aussi cette énergie en faisant remonter l'eau sur les hauteurs et ensuite en la relâchant pour faire fonctionner une turbine en haut. Sur Trintel, on aura une autre façon de fonctionner puisqu'on est proche d'une rivière, le Lot.
Et donc on produira notre électricité aussi à partir d'hydroliennes. Et là du coup on n'aura pas besoin de la stocker puisque l'eau du Lot coulera tout le temps. En tout cas, lorsque le Lot ne coulera plus, il y aura vraiment de gros soucis sur cette planète. La quête d'autonomie passe également par une recherche de la résilience au niveau alimentaire. Il est donc nécessaire d'avoir un terrain cultivable et surtout du temps pour s'occuper du potager. Donc ici, c'est le premier jardin qu'on a mis en place quand on est arrivé sur la maison. On a essayé maintenant cette année de diversifier les endroits pour cultiver, justement pour aller vers plus de production, passer de 200 mètres carrés à 600 mètres carrés en dessous. Donc on a voulu faire un design de jardin-forêt, mais c'était particulier parce que c'était un grand périmètre. Donc on a voulu clôturer le périmètre avec, enfin, le fermer un peu au vent dominant. On a un vent d'ouest et un vent d'est très fort ici. Et donc on a voulu faire un cordon d'arbres fruitiers, arbres et arbustes fruitiers, tout autour de ce périmètre et poser le jardin au milieu. Quand on produit son alimentation, on est un peu plus conscient de ce qu'on fait avec son assiette. Déjà, quand on arrivera à produire 20, 30, 40% de notre consommation maraîchère, par exemple, déjà on aura fait un pas. Et puis on se sera engagé sérieusement. Donc nous, on a envie de prendre soin de la nature, de prendre soin de l'humain et de partager. C'est un peu les trois principes de la permaculture. On s'inspire un peu de Jean-Martin Fortier sur l'organisation des jardins, pour avoir des choses qui font un peu tous la même taille, qui sont pratiques. Donc ça, c'est plutôt pour prendre soin de l'humain. C'est-à-dire pas travailler trop au champ comme des tarés et se perdre parce qu'on n'est pas organisé. Et après, l'aspect un peu plus, on va dire, prendre soin de la nature, on va essayer de travailler avec la nature. Donc on va faire des amendements un peu avec du broyat de bois, de la paille. On veut travailler à la main aussi dans ces espaces-là, pour en fait mettre la main à la pâte, là où d'habitude on met des intrants ou de la pétrochimie qui, elle, permet de diminuer le nombre d'humains. Pourquoi on ne travaille pas avec les animaux à terra, par exemple, au niveau de traction animale ou de jardin? Parce que effectivement c'est du boulot en fait. Et mine de rien, mon objectif c'est de ne plus travailler le sol. Donc concrètement, j'aurais pas tellement besoin de traction animale parce que logiquement, j'ai plus besoin de travailler le sol. Et j'espère qu'on sera assez nombreux pour pouvoir quand même faire tout ou manuellement ou avec des outils qui permettent de les pousser manuellement. Tu vois, il y a des semoirs, des choses comme ça. On n'a pas forcément besoin de la traction animale pour faire du maraîchage. Quand on a beaucoup de production, on transforme nos produits. Donc on a des conserves, là on a mangé hier soir une compote de pêche qui venait d'ici. Hein. Donc ici on a des pommiers, des pêchers et puis des petits fruits rouges, des framboises, des cassis, des fraises. Quand on arrive assez tôt parce que les enfants ils picorent tout avant nous. On fait du jus des confitures, on transforme pas mal de choses. Les courgettes, quand on en a beaucoup, on fait des soupes, voilà. Donc en hiver, on est content de retrouver tout ça aussi. Pour tout ce qui est légumes, donc on essaie d'en faire le maximum sur le potager et ça couvre une bonne partie de notre consommation. Le reste, on l'achète à des maraîchers du coin. En fait, on a un cercle et puis après on l'agrandit, quoi. De préférence chez nous, après un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Alors il y a des produits dont on pourrait se passer, c'est clair, mais pour l'instant on n'a pas trop cherché à... Après, chaque individu peut faire l'impasse, par exemple dire je ne bois plus de café, je vais privilégier les tisanes, parce qu'il y a beaucoup d'herbes sauvages aussi hein, qu'on peut manger, il y en a certains qui s'y intéressent bien. Le repas typique, il est végétarien la plupart du temps. Occasionnellement, il y a un barbecue, on fait un grand repas de poisson. Mais tout ce qui est viande ou volaille, habituellement, c'est plutôt des repas perceux qui sont faits. Et les repas collectifs
principalement végétarien, c'est parce que c'est quand même une sensibilité qui est pas mal partagée, et pour des raisons de sensibilité vis-à-vis de la vie de l'animal et de l'environnement. Enfin, c'est quelque chose d'assez répandu et classique maintenant. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, on a quelques véganes et antispécistes purs et durs, mais même ceux qui mangent de la viande, la plupart, ils ont rendu ça très très occasionnel, parce qu'il y a un côté de connexion au réel qui est là et qui nous dit qu'il y a quelque chose de pas cohérent et pas durable dans le fait de manger de la viande tous les jours, par exemple. C'est pour les poules. Mais oui, le plus habituellement, c'est des lasagnes véganes sans gluten, des poêlés, des dalles, des salades et des soupes en tout genre. Enfin voilà, quoi, c'est plutôt ce genre de choses qu'on mange ici. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous réunit pas mal dans ce village, c'est qu'on a tous en tête qu'il y a des scénarios d'effondrement à venir qui sont assez probables. Et dans cette optique-là, est-ce que si on met tous nos œufs dans le même panier et qu'on fait que du tertiaire, est-ce qu'on est suffisamment résilient? Moi, mon intuition, c'est que non, et on a besoin de se diversifier dans pas mal de choses, et notamment sur les produits de première nécessité, sur la subsistance. Et pour moi, c'est hyper cohérent quand on a 50 hectares de se mettre à faire de l'agriculture, quoi. On ne vise pas forcément à être en autarcie ou autonome sur tous les produits. On essaye d'aller le plus loin possible avec ce qu'on a ici. Enfin, on a quand même un immense terrain de jeu, donc ça donne vraiment envie d'aller loin. Mais après, voilà, je ne pense pas qu'on va fabriquer un moulin et notre propre farine et fabriquer nos pâtes et tout notre pain et tout ça. Donc on va faire quelque chose qui va assez loin, mais qui raisonnablement coopère aussi avec les producteurs qui sont à côté de chez nous. J'ai toujours le souhait qu'on aille acheter des choses chez les autres, en fait, à l'extérieur. Parce que l'objectif est de faire circuler la monnaie sur tout le territoire, mais avec des personnes qui correspondent aux valeurs qu'on trouve intéressantes et qu'on veut promouvoir, quoi. Donc on essaie, voilà, de faire un réseau avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs pour pouvoir créer un écosystème coopératif qui va nous nourrir entièrement, au moins à 85%, c'est l'objectif, de la production de l'aliment jusqu'aux déchets, et ensemble surtout. Pas juste chacun dans notre coin à faire la guerre pour essayer de survivre en vendant le plus possible de trucs. Parce que c'est le piège justement dans lequel on peut rentrer, de dire ah oui, il faut qu'on soit absolument à 100% autonome dans notre petit groupe. Là, c'est le meilleur moyen de casser tout le monde, quoi. Parce qu'il va falloir produire. Et la seule façon de mesurer l'autonomie, ça sera combien j'ai fait de carottes, quoi. Alors que la façon de mesurer l'autonomie, c'est pas ça pour moi. Est-ce que les gens, ils arrivent à vivre sur le territoire? Est-ce qu'ils sont heureux? Ou est-ce qu'ils sont tous dépressifs et est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils restent, tu vois? Est-ce qu'ils restent et ils sont heureux? Moi, c'est la meilleure façon de... S'ils restent et qu'ils sont heureux et qu'on consomme local, on a gagné, quoi. C'est l'objectif, quoi. Et à partir du moment où tu produis ton alimentation, où tu collectes de l'eau, que tu la potabilises, que tu la recycles, que tu récupères tes déchets, que tu produis ton énergie à partir d'investissements de panneaux thermiques ou panneaux photovoltaïques ou poêles bouilleurs, si jamais tu as des problèmes ensuite de rupture de réseau et de réseau de distribution, tu seras quand même plus en capacité de résister, enfin de résister en tout cas en termes de résilience, que si malheureusement tu es seulement connecté au réseau, que tu n'as aucun moyen de produire toi-même, ce qui te permet d'être souverain dans ta vie. Donc pour nous, c'est très important d'arriver à ce niveau-là. Moi, je compare souvent ça à une assurance incendie. Quand tu prends une assurance incendie pour ta maison, tu ne vis pas comme si ta maison brûlait. Tu vois, c'est pas tout à fait la même. C'est vachement important de différencier les deux. Par contre, tu as une assurance qui te permet de dire que si ta maison brûle, tu pourras la reconstruire. Donc c'est ça cette idée de résilience aujourd'hui. C'est pas vivre comme si la maison allait brûler, mais vivre avec quelque chose qui te permet de savoir que même si elle brûle, tu pourras continuer finalement à vivre. Et si demain le système s'effondre, on sera le plus préparé possible. Mais on ne vit pas comme si tout allait s'effondrer et que finalement on commence à stocker des boîtes de conserve pour survenir à nos besoins pendant un an. Non, c'est pas du tout cette... je pense qu'on n'est pas dans cette représentation un peu négative. Voilà, on n'est pas des survivalistes, on est plutôt des humanistes, des gens qui veulent impacter le moins possible en fait notre environnement et puis surtout vivre bien ensemble en fait. Parce que c'est ça l'important aussi.
Une de nos spécificités ici, c'est que le temps et l'argent que chaque personne, que chaque villageois peut mettre au centre et offrir au collectif n'est pas du tout réglementé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de montant minimum à mettre dans le pot commun chaque mois. On n'a pas de temps minimum non plus, ni de tâches spécifiques sur lesquelles on doit se placer. Pour le moment, il n'y a personne qui travaille à l'extérieur. Enfin, on est plusieurs à avoir des activités un peu indépendantes et parfois ponctuellement à bouger pour certaines choses. Mais il n'y a personne qui est salarié, voilà, du genre qui part le matin, qui revient le soir. Mais ce n'est pas un souhait collectif forcément. Parce que là, c'est pareil, c'est laissé à la liberté de chacun. Parce qu'on pense que c'est par là aussi qu'on permet à chacun de se responsabiliser. Par contre, on s'est aperçu que c'était important pour que ça fonctionne, qu'il y ait un maximum de transparence. C'est-à-dire que sur l'argent, par exemple, on est obligé de rien, il n'y a pas de minimum et tout. Mais par contre, on est au courant tous qu'une personne ici, chaque mois, elle coûte environ 420 €. Donc si toi, tu mets moins, ben voilà, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit mettre plus pour qu'on arrive à l'équilibre. Mais en fait, on est allé jusqu'au bout de la logique en se disant, ben, si ça venait à capoter parce que, chacun ne met pas assez et que on préférait que ça capote plutôt que d'obliger les gens en fait, de l'extérieur à mettre, etc. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. On voit que en fait, ça s'équilibre. Il y a des personnes qui ont des activités ou qui ont une rente et qui peuvent mettre beaucoup plus dans le pot commun, d'autres qui mettent rien du tout mais qui passent du temps au jardin, du coup on achète moins de fruits et légumes, etc. Il y a certaines personnes qui ici bénéficiaient d'aides de l'État, notamment voilà, des aides pour le logement ou du RSA, ce genre de choses, et puis finalement qui sont arrivés au bout de leurs droits et qui donc au niveau ne pouvaient plus rien attendre de l'État. Et nous, notre but dès le départ, c'était de toute façon d'essayer de sortir de ces aides de l'État pour être évidemment un maximum en cohérence avec notre souhait d'autonomie et tout ça, tu vois. On s'est dit, est-ce que ce ne serait pas juste que l'argent que le collectif arrive à dégager maintenant grâce à notre activité d'accueil, de stage, etc., est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une redistribution qui soit faite à la demande des personnes, hein. Et puis on est en train d'en discuter et oui, le but c'est que ce serait de pouvoir généraliser ça à tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Et encore une fois, le montant serait à définir selon les possibilités du village quoi, et selon les besoins de l'individu. Terra signifie tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Olivier fait partie des premiers habitants de l'éco-village à percevoir chaque mois ce revenu. À Terra, on va mettre en place un revenu d'autonomie. Un revenu d'autonomie, c'est un revenu de base justement versé au moins à 85% en monnaie locale. Une monnaie locale, la manière dont elle fonctionne habituellement, c'est les personnes ont des euros et vont changer leur euro en abeilles, en monnaie locale, pour ensuite pouvoir utiliser cette monnaie locale dans les acteurs reconnus, agréés pour l'utiliser. En fait, quand un euro est sur un compte bancaire classique, la banque a la possibilité de multiplier par 12 cet euro et d'utiliser ces 12 fois plus pour aller spéculer sur les marchés financiers. Donc pour chaque euro qu'on transforme en monnaie locale, on retire du marché financier et en même temps, on alimente les projets éthiques. On met en place aussi la production pour être sûr que ce revenu de base puisse être dépensé dans des acteurs respectueux des humains et de la nature. On essaye de voir avec mes dépenses courantes auprès de qui je pourrais non plus dépenser en euros mais dépenser en abeilles. Dans le réseau de cette monnaie locale qui s'appelle l'abeille, tous les besoins ne sont pas encore remplis. Tu vois. Par exemple, moi si je veux acheter de l'essence, je ne peux pas avec les abeilles. Si je veux payer mon loyer, moi je peux, mais il y en a qui ne peuvent pas encore. Donc on voit avec le propriétaire, on va le voir, on va dire bonjour, hein, on fait l'abeille, hein, on vous explique ce que c'est. Des fois, juste en leur reparlant de l'abeille, ils trouvent ça génial, le projet super et tout, donc ils disent ok, bon, moi je veux bien qu'on me paye tant de % de loyer en abeille par exemple. Puis des fois, les gens disent non, moi je n'utilise pas ça, et on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin. Et par exemple, des fois ils vont dire moi j'ai besoin de faire des travaux chez moi. Ah bah ça tombe bien, on a quelqu'un qui fait des travaux chez nous. Vous pouvez le payer en abeille. Et on commence à construire l'écosystème comme ça. C'est pour ça au début on était parti sur des logiques d'éco-village. Et maintenant, on arrive dans des logiques d'écosystème coopératif. L'idée, c'est que sur un territoire de 30 km autour de nous, on doit tout trouver pour pouvoir vivre. Donc ça veut dire de l'eau, de l'énergie, de quoi manger, de quoi construire nos maisons. Et c'est pas parce qu'on va être 1000 ou 10 000 ou 100 000 à être vraiment à une planète d'empreinte écologique que le monde va changer. Non, c'est pas ça. Il vaut mieux aujourd'hui passer de 5 à 3
Parce que là-dedans, vraiment, déjà, il y aura un énorme changement. Et plus on sera capable de changer, plus d'autres changeront, plus d'autres changeront, plus on sera capable de changer. S'il y a des moyens de le montrer, et que les gens ont envie de le faire, à ce moment-là, oui, je pense qu'on peut entraîner beaucoup de gens avec nous. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont soucieux de changer de vie et qui demandent donc à venir visiter. Donc moi, je les reçois systématiquement. Dès qu'il y a une demande, je dis oui. Et alors là, je peux vous dire que ça augmente de façon impressionnante actuellement. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre de vivre en ville, en particulier des jeunes cadres qui ont fait des études, tout ça qui les mène à rien, ou pour lesquels on leur propose des boulots de merde. Et donc voilà. Et donc qui disent non, moi je veux pas de cette vie, quoi. Et l'idée de et des gens qui ont envie de vivre, quoi, de faire des trucs qui ont un sens, quoi. On se rend compte que ce qu'on est en train de faire là, ça intéresse pas mal de monde. Voilà, c'est à la fois une opportunité pour nous de vivre et de partager, parce qu'en fait ça nous nourrit de recevoir des gens au fin fond de l'Ariège. On a plein de choses à aussi apprendre. Le partage il est dans les deux sens en fait, notamment sur l'éducation, sur le maraîchage. Enfin voilà, on a besoin de se nourrir aussi de ce qui se passe ailleurs. On est hyper surveillés, on a les RG qui sont venus nous voir très vite. On a une autre institution qui nous suit de près, c'est l'Éducation nationale, qui nous fait, voilà, parce que les enfants sont déclarés en instruction en famille et tous les ans on doit rendre des comptes. Donc voilà, nous on a envie que ça se passe bien et on fait tous les efforts possibles pour que ce soit le cas, quoi. Pour que ce soit viable, on ne peut pas compter que sur nous en fait, c'est juste pas possible. On ne veut pas faire quelque chose où on va juste être 30 à survivre dans un monde hostile. On veut que ce qu'on fasse soit utile au territoire en fait, et que le territoire en entier fasse sa transition progressive. On arrive avec souvent une vision qui est un peu, on est qualifié des fois un peu d'écolo, c'est-à-dire voilà, on a envie de consommer moins, on a envie de vivre différemment, on a un mode de vie qui se présente en étant différent. Et les gens peuvent nous regarder en disant mais qui c'est que ces personnes-là qui viennent et qui nous font la leçon sur comment il faut vivre. Mais on a affaire à des personnes qui sont déjà là et qui connaissent le territoire, qui connaissent le climat, qui connaissent les matériaux locaux, qui connaissent la culture. On n'arrive pas en terrain vierge. Et du coup, on a vraiment besoin d'harmoniser notre projet avec l'existant. On a réussi à faire quelque chose petit à petit, à créer de la confiance avec le voisinage. Il reste encore un bâtiment où il y a écrit non à l'éco-hameau. Il y en avait un autre panneau qui a été retiré entre-temps. Petit à petit, avec le temps, notamment les personnes qui travaillent sur le lieu, là, les maraîchers ou bien Grégor qui s'occupe de la forêt-jardin, ils ont tenu bon, quoi, essayé de comprendre c'était quoi les enjeux, les problématiques qu'ils voyaient. Et donc la confiance devient de plus en plus forte avec ce voisin-là, qui normalement devrait bientôt enlever son panneau. Ce qu'on a appris, c'est que ça prenait du temps, quoi. On s'imaginait arriver et puis ça y est, on démarre tout. Et en fait, il y a vraiment le temps de la connaissance mutuelle qui est long. On est différents et allons-y, allons à la rencontre en fait. Hey, toi, tu es différent, je veux te rencontrer, qui tu es. Et je vais t'écouter en fait dans ton univers. Et si je t'écoute, au final, on va commencer à entamer un échange et on va apprendre l'un de l'autre et on va pouvoir coévoluer. Et moi, c'est ça que je vise et c'est comme ça que je vois l'autonomie à plus grande échelle, une espèce de résilience face justement à cet effondrement. Parce que si la société s'effondre, là, demain, t'as pas envie d'être ennemi avec ton voisin. Je te le dis clairement, tu as envie d'être avec lui et tu as envie de trouver des solutions pour soutenir les uns les autres. Quand tu prends par exemple une prairie naturelle qui n'a jamais été touchée par l'homme, chaque espèce qui existe dans cette prairie se développe à son plus haut potentiel. Mais elle est différente de celle d'à côté. Elle est autonome à son échelle, mais elle n'est pas autonome seule. Et c'est ça en fait qu'on essaye de faire. On essaye d'être relié à la société autour de nous. Comment est-ce qu'avec la société actuelle, on va réussir à construire une forme d'autonomie qui nous garde en lien avec notre environnement? Si vraiment on se prête au jeu d'imaginer ce que ça serait d'être autonome seul, on voit que c'est ingérable. Et c'est là où pour moi, oui, le relationnel va être au cœur, en fait. C'est s'autonomiser dans nos prises de décision, dans nos choix, dans notre vivre ensemble. S'autonomiser là-dessus, en fait, va nous permettre d'être autonome après sur le reste. Parce que justement, ça va faire émerger les qualités de chacun, ce que chacun peut apporter, ce que chacun peut porter comme projet. Et donc, ça va nous amener à une autonomie alimentaire, énergétique, au niveau du logement, au niveau politique, au niveau économique. Ça en découle pour moi, en fait. Oui. L'essentiel, c'est vraiment les rapports humains.
tous les trucs matériels, savoir comment je veux faire des constructions en bois, pas en bois, tout ça, ça c'est complètement secondaire, je dirais, c'est pas ça le problème. Le problème c'est comment effectivement on va arriver à vivre ensemble. Et ça ne se règle pas en réfléchissant a priori aux ennuis qui pourraient se présenter et en essayant de les résoudre. Non, ça se résout avec la pratique. Et puis avec l'utilisation de techniques de communication non violente, mais là aussi utilisées de façon souple. Les règles et les procédures, on les définit ensemble dans une réunion qui a lieu tous les jeudis, qui s'appelle le conseil de village. Ici, c'est vrai qu'on est le village de la liberté individuelle, donc forcément, finalement, c'est tout un tas de personnes, d'individus, et leurs souhaits, leurs envies, leurs points de vue vont à un moment donné rentrer en conflit, mais dans le sens neutre, positif du terme, c'est-à-dire juste ils vont se rencontrer. Et du coup, en effet, on a décidé ensemble de tout un tas de règles de vivre ensemble qui constituent notre cadre. Donc c'est un cadre qui est co-construit et qui est évolutif, on peut le faire bouger tout le temps. Et une société, plus elle a de règles, plus on déresponsabilise les individus. C'est le principe de notre société au niveau global aujourd'hui. Donc moi je suis vraiment pour l'informel et qu'on soit créatif et qu'on se fasse confiance, qu'on s'encourage, qu'on se tire vers le haut. Ce règlement intérieur n'est pas du tout quelque chose qui a la même posture de contrainte de notre quotidien, etc. C'est notre règlement intérieur. Je pense que ça a le mérite d'être une des petites règles, peut-être des centaines de petites règles qu'on aura. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas débordé de règles. Quand il y a une transgression de ce cadre, parce qu'en fait ça arrive aussi, là il y a plusieurs solutions et on peut aussi décider de saisir un autre organe. On a deux organes principaux ici, le conseil de village et le comité d'enquête et d'arbitrage, CEA. Et donc dans ce deuxième organe, on va justement parler ensemble de cette transgression du cadre. Voilà. Une autre de nos spécificités, c'est la considération des enfants en tant qu'individus à part entière. Et donc, oui, dans tous nos organes démocratiques, les enfants qui sont membres ont une voix égale sur toutes les décisions, même les décisions les plus impactantes. Donc c'est un chemin qui est hyper intéressant et notamment bon pour eux en termes de vie sociale, de vie démocratique, etc. Mais aussi dans le rapport en fait, qu'on peut avoir avec ces individus qui ont pour spécificité d'être des enfants. Je pense qu'on n'aurait jamais pu créer un éco-village si on n'était pas complémentaires les uns avec les autres et si on n'avait pas appris à se connaître et appris à vivre ensemble. Et beaucoup de personnes en fait veulent un monde autonome, ils veulent faire un collectif, etc. Et les questions qui sont primordiales pour eux, ça va être l'autonomie énergétique, tous les trucs un peu matériels, énergétique, électricité, alimentaire, etc. Et vient en dernier la relation sociale et l'aspect social en fait du collectif. Mais nous on a fait l'inverse en fait, on a mis en premier l'aspect social du collectif. Et c'est ce qui nous a permis aussi aujourd'hui, je pense, d'aller très vite dans la mise en place de ce collectif. Ça a été levé pendant le Covid. On a supprimé cette règle parce qu'on pensait que c'était trop restrictif. En fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va devenir résilient demain, je pense. En tout cas, pour notre modèle ici, pour le modèle qu'on est en train de développer là. Et aujourd'hui, de tous les villageois qui sont arrivés au début, il n'y a jamais eu de villageois qui sont partis sur un conflit. C'est jamais arrivé. Et même s'il y a des conflits de temps en temps, on a les outils pour les résoudre. On a un outil qu'on utilise qui s'appelle le cercle restauratif. Et ce qui se passe, c'est quand deux personnes ou deux parties sont en conflit sur un sujet donné, une des deux personnes ou une des deux parties peut aller contacter un facilitateur. Et à ce moment-là, ce que le facilitateur va faire, c'est qu'il va un peu voir quelle est la problématique avec moi, etc. Il va aller voir ensuite la personne concernée pour lui dire voilà, Grégor a déclenché un cercle restauratif avec toi, est-ce que tu vois pourquoi? Donc, ils vont discuter ensemble. Et puis, la partie A et la partie B vont chacune inviter d'autres personnes. Et là, il y a tout un jeu de présentation de la personne A, pause, reformulation de la personne B pour vérifier que la compréhension mutuelle se fait. Une fois qu'on s'est bien compris, on va chacun prendre une part de la responsabilité du conflit, voilà, en quoi on était responsable de ce qui s'est passé, et ensuite on va établir un plan d'action. Et le facilitateur continue à accompagner après le cercle, puisqu'il y a ce qu'on appelle un après-cercle, un mois après, pour vérifier comment ça s'est passé, est-ce que le plan d'action s'est bien déroulé, comment va la relation, voilà. Il n'y a aucune obligation ici d'utiliser les outils. Il y a un encouragement assez fort de le faire, parce qu'on ne va pas te mettre le couteau sous la gorge pour dire tu es en conflit avec machin, fais un cercle restauratif. Mais on voit bien que quand ce n'est pas fait,
il y a une dégradation. On le voit en négatif et on le voit en positif quand il y a un cercle restauratif qui se passe bien, c'est-à-dire où il y a vraiment de part et d'autre l'intention de restaurer la relation. Parce que bien sûr, si on y va avec l'intention d'avoir raison, ça ne marche pas. On voit que ça infuse en fait, dans le reste du collectif et qu'il y a des résultats en fait, qui dépassent largement le cadre de la relation entre les deux personnes qui étaient concernées au début, quoi. Si on ne se saisit pas de ces outils, ça peut être extrêmement difficile de survivre ici en fait. Il y a une vraie nécessité de se saisir des outils, quitte à en trouver d'autres, hein, mais vraiment pour faire avec la différence. Parce qu'en gros, si tu veux faire un projet avec que des gens qui te ressemblent, il ne faut pas venir ici. Comme il y a de la différence, il faut dépenser de l'énergie pour faire ensemble et vivre ensemble et résoudre les conflits. Voilà. De retour des écovillages, on va faire un petit débrief. À l'origine, quand on est parti à la rencontre de ces écolieux, on avait vraiment envie de voir concrètement comment reprendre notre autonomie. Et on avait une vision très technique de ce que ça voulait dire être autonome. On avait envie de leur poser des questions sur combien d'électricité précisément ils produisaient, sur combien de nourriture, pommes de terre, carottes, tomates, ils faisaient pousser. Voilà, on avait envie de choses très précises. Et pendant le tournage, on s'est rendu compte que ce qui comptait le plus pour eux, c'était absolument pas tout ça, mais le vivre ensemble, les règles démocratiques qui régissent la vie dans l'éco-village. Et je dois dire que ça nous a fait plutôt plaisir de découvrir tout ça, sachant que notre sujet de prédilection, c'est quand même avant tout le Demos Kratos. Ils essayent bien évidemment de gagner en indépendance, mais sans vivre en autarcie. Leur objectif, au final, c'est pas vraiment l'autonomie, c'est plutôt la résilience. C'est-à-dire qu'ils cherchent à assurer leur avenir, en répondant à leurs besoins de base, même en cas d'effondrement économique ou politique. Par exemple, si demain il n'y a plus d'essence pour faire rouler les camions qui approvisionnent nos supermarchés, même ceux qui sont bio, eh bien eux ils seront beaucoup moins touchés, parce qu'ils auront appris à produire une partie de leur énergie et surtout à consommer auprès de producteurs locaux. Autre exemple, si maintenant demain il y a un problème avec le réseau électrique, même si on est chez un fournisseur d'énergie renouvelable, eh bien eux ils seront beaucoup moins touchés, parce qu'ils ont appris à produire une partie de leur énergie et surtout à vivre sans en avoir absolument besoin. C'est sûr, les écovillages ne sont pas la solution finale et parfaite qui aurait vocation à remplacer le système actuel. C'est avant tout des lieux d'expérimentation qui cherchent à redéfinir la manière dont on vit ensemble et le sens qu'on veut donner à cette vie collective. On aurait aussi très bien pu parler des ZAD, les zones à défendre, comme Notre-Dame-des-Landes, mais ça ce sera pour un prochain documentaire, si on arrive à en refinancer un. Parce que oui, petit aparté rapide, ce documentaire a été entièrement autofinancé. On n'a pas reçu la subvention du CNC qu'on avait demandé, on n'a pas fait de gros crowdfunding, bref, tout a été soutenu par le Tipeee. Donc c'est très important que vous continuez à nous soutenir financièrement sur Tipeee, parce que ça nous permet de financer tous les prochains gros projets, et même toutes les vidéos qu'on va faire sur Demos Kratos. Retournons aux écovillages. Dans cette guerre qui est menée contre le vivant, ils font partie de la résistance. Ils luttent concrètement contre les valeurs d'un système industriel et capitaliste en proposant de faire société autrement. Mais n'oublions pas que si la résistance a besoin de construire et de proposer des alternatives, elle a aussi pour mission de déconstruire la structure d'un système. En d'autres termes, on ne pourra pas simplement fuir dans les campagnes et vivre autrement. Ça n'empêchera pas concrètement la civilisation industrielle de polluer les rivières, de détruire les forêts, d'éradiquer des centaines d'espèces chaque jour. La destruction du vivant ne va pas s'arrêter aux frontières des écovillages. La stratégie du colibri, c'est-à-dire chacun essaie de changer le monde dans son coin à son échelle, est très loin d'être suffisante. Pour gagner cette guerre, on devra accepter une diversité des tactiques et surtout être solidaire entre les différents groupes. En soi, le membre de l'écovillage et celui du Black Bloc poursuivent le même objectif. C'est pour ça que sur Demos Kratos, on a envie de vous montrer aussi bien des gens qui décident d'expérimenter en dehors du système, que des gens qui décident de passer à l'offensive contre le système actuel. Même si on arrive à la conclusion de ce documentaire, ça ne veut pas dire qu'on arrive à la conclusion de notre histoire. Parce que tant qu'on résistera, il restera de l'espoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt sur Demos Kratos.